Bonjour, aujourd'hui je vais te présenter une praticienne en Ayurveda qui s'appelle Françoise Barrios et qui vit à Genève en Suisse, mais qui donne aussi des consultations à distance. Tu vas pouvoir découvrir son parcours, son activité de thérapeute, ses outils préférés, plein d'autres choses encore, notamment le centre qu'elle a créé, un centre d'Ayurveda qui est en gros un hôpital ayurvédique destiné aux Occidentaux. Donc elle a créé ce centre avec des médecins ayurvédiques en Inde. Donc tu vas pouvoir découvrir tout ça, sa personnalité, ses projets dans l'interview que je te propose après cette introduction. Malheureusement, il me manque 10 minutes de cette interview, qui sont pourtant très intéressantes, que tu pourras retrouver sur le podcast, parce que j'ai la bande son complète, mais il me manque 10 minutes de vidéo. Dans cette première partie de l'interview, nous parlions avec Françoise de son parcours, de sa formation, des études qu'elle a suivies en immersion en Inde, dans un hôpital ayurvédique, avec des Védias, qui sont les médecins traditionnels en Ayurveda. Françoise est arrivée à l'Ayurveda à cause de gros problèmes digestifs qu'elle traînait depuis l'enfance. Et l'Ayurveda a clairement changé sa vie, ça l'a libérée de ses problèmes digestifs. Et elle nous explique aussi donc dans le podcast qu'elle a découvert l'Ayurveda par hasard, par une discussion avec un collègue, et que quand elle a mis à pied en Inde, elle a compris que c'était vraiment son chemin, sa voie. Et ce qui est magnifique, c'est qu'en fait, elle est tombée amoureuse de l'Ayurveda traditionnel, vraiment issu des textes anciens, et que maintenant, elle fait un petit peu son cheval de bataille de défendre cet Ayurveda traditionnel pour qu'il ne soit pas trop transformé, changé, on va dire simplifié pour les Occidentaux, parce que pour elle, c'est justement les bases traditionnelles de l'Ayurveda qui font son succès et son efficacité. Donc je t'invite à prendre une tasse de thé chaud ou une tisane d'épices et de t'installer confortablement pour une demi-heure. Tu vas voir que c'est très enrichissant tout ce que Françoise nous raconte, son expérience. Bonne écoute, bon visionnage et à bientôt. Donc du coup, quel est ton outil ou quels sont tes outils préférés de l'Ayurveda pour soigner tes patients? Alors, donc, mes outils préférés, moi, j'aime beaucoup les plantes médicinales. C'est vraiment quelque chose dans lequel je suis assez à l'aise. Mais intuitivement, comme j'ai dit, moi, j'ai appris l'Ayurveda aussi en immersion. Donc, c'est comme si, parce que pour une pathologie, il y a plusieurs plantes possibles, plusieurs mélanges de plantes possibles pour la même problématique. Et en fait, intuitivement, j'ai une assez grande facilité à sentir quelle est la plante juste pour la personne, en fait, parmi X plantes. Parfois, c'est comme si la plante me parle quelque part. J'ai vraiment cette facilité, donc ça aide beaucoup. Donc, j'aime beaucoup les plantes médicinales. Le deuxième outil, pour moi, c'est l'alimentation. Je suis très à l'aise et j'aime beaucoup donner les conseils de rééquilibrage alimentaire. Je donne aussi des cours de cuisine ayurvédique. Je suis très à l'aise dans les épices. Voilà, c'est les outils que je préfère. Là où je suis moins à l'aise, c'est tout ce qui est corporel. J'ai appris tous les massages pendant mes études et tout, mais je ne suis pas une grande fan de massage. C'est pas là où je m'épanouis le plus à donner des massages. Par contre, au cabinet, j'ai une thérapeute en massage. En fait, moi, je pratique comme en Inde, c'est-à-dire je fais les consultations, les bilans, les prescriptions de plantes, de compléments alimentaires, de nutrition et autres. Puis après, j'indique les soins corporels à faire et puis elle fait le parcours des massages. Les soins que j'aime bien faire, c'est les soins plus médicinaux que j'ai appris dans le cursus des études de médecine en Inde, comme par exemple des soins au niveau des yeux ou des cervicales, des choses plus ponctuelles, mais pas les massages complets du corps. C'est pas là Donc, où, du, c'est pas ce que du j'aime coup, vous faire. êtes deux dans votre cabinet, alors vous fonctionnez en duo. Oui. Donc Comme on en rappelle, Inde. pardon? Comme en Inde, on fonctionne comme ça en Inde, en fait. Les Ah médecins ne font pas d'accord. de massage. Hein. Ah ça je savais pas, d'accord. Et du coup, ton cabinet se situe à Genève, hein, c'est ça? Oui, c'est là où je Voilà. suis aujourd'hui. D'accord. Et tu peux quand même donner des consultations en ligne. Ça, Oui, j'en faisais pas avant le Covid et le confinement parce que j'avais pas d'affinité avec ça. J'aime pas trop être derrière un écran. Puis je suis quelqu'un de la relation directe, donc j'aime bien voir et sentir la personne. Mais comme j'ai eu des demandes, je m'y suis mise avec le confinement et je me suis rendu compte qu'on avait d'excellents résultats et qu'il fallait pas bloquer là-dessus et qu'au final, on a très bons résultats en consultant en ligne aussi. La seule chose qu'on peut pas faire réellement, c'est prendre le pouls. Mais le pouls, c'est encore un autre discours. C'est aussi tellement complexe que voilà. C'est pas le seul outil diagnostique non plus.
Et donc, moi, je consulte aussi en ligne. Et quand c'est des problématiques compliquées, comme vraiment des maladies sévères, je travaille avec le médecin de notre centre en Inde, en visio aussi. Parce qu'il y a des traitements qui demandent de faire venir des médicaments d'Inde qu'on n'a pas ici pour traiter certaines maladies. Du coup, on passe par le centre et on fait expédier des médicaments par le Ah médecin, en fait. oui, c'est ce que tu disais justement que c'est compliqué d'avoir les plantes ayurvédiques en France. Les Alors, plantes les plus simples, enfin, comment tu conseilles tes patients pour se les procurer? ben, on a des listes en fait de choses qu'on peut trouver ici, hein, que je leur indique où les commander, etc. J'en ai aussi du stock au cabinet, mais après ça reste pour ce que j'appelle plus les réglages, les rééquilibrages, l'hygiène de vie. Dès qu'on passe dans les maladies, là on a des vrais médicaments ayurvédiques qui ne sont pas disponibles et qui doivent être prescrits par le médecin là-bas de toute façon, hein. Moi je ne suis pas médecin, je suis psychologue, donc je ne pourrais pas les prescrire. Donc ça doit passer par une visio avec lui pour que lui prescrive. Ah, c'est drôlement intéressant pour tes patients de savoir que tu as ce lien avec un. Ah, ouais, ouais, c'est. Et puis pour moi aussi, parce que ça m'enlève les limites de pouvoir aider à un niveau où j'aurais pas les outils en fait. À un moment donné, si on n'a pas les médicaments, on peut pas traiter et tout le monde ne peut pas se rendre en Inde non plus, hein. C'est déjà en ce moment on peut pas y aller, mais même ça demande une organisation, un budget. Tout le monde ne peut pas aller en Inde, donc ça permet quand même de traiter très correctement sans y aller quoi. C'est peut-être l'occasion justement de parler de ton centre en Inde. Tu peux nous dire un petit peu de quoi il s'agit, où ça en est, tout ça? Oui, alors c'est un projet de vie, j'ai envie de dire, c'est un peu solide d'expliquer ça comme ça, mais pendant mes études, en fait, j'ai fait la rencontre d'un maître en yoga et en méditation. C'est vraiment le hasard, entre guillemets, des rencontres. Et puis, il logeait là où je logeais pendant que je faisais mes études. Et puis, on a beaucoup de parlé sur l'Ayurveda, etc. Et en fait, j'ai eu un jour un peu comme je ne sais pas si c'était une révélation ou une mission qui m'a été donnée. Je me suis dit, mais il manque quelque chose dans ce pays parce que il y a les hôpitaux indiens, je les connais bien, j'y ai étudié. Donc, honnêtement, à moins d'être très malade en tant qu'occidental, on n'a pas envie de rester très longtemps dans l'hôpital indien. C'est vraiment très, très compliqué et c'est quand même, on n'est pas dans cette culture, nous, voilà. Ou alors il y a des centres qui sont tout autre chose, que je respecte tout à fait, mais qui sont plus des centres de, entre guillemets, vacances ayurvédiques. On y fait des très bons soins, hein, des très bonnes cures aussi des vacances, un peu du spa aussi. Mais il y a des choses qui ne sont pas vraiment dans la tradition vraiment stricte de l'Ayurveda. Et je trouvais qu'il manquait une structure, en fait, adaptée aux Occidentaux, mais qui soit comme un hôpital, où on puisse vraiment venir traiter des maladies graves dans un confort, où on puisse rester longtemps sans être malmené, etc. Et puis on comprend ce qui se passe, et puis où il y a un accompagnement. Donc on a créé, on a eu l'idée ensemble, et ça collait bien. Puis avec la famille qui a collaboré, on a donc créé ce centre au Kerala, au nord du Kerala, un petit centre qui a 8 chambres, qui est fermé actuellement, bien sûr, malheureusement, c'est la première année qu'on est fermé toute la saison là, mais où on reçoit régulièrement des patients qui viennent chez nous d'ailleurs depuis le début. Certains, depuis la première année, reviennent chaque année faire leur cure, leur traitement, et on pratique là-bas vraiment l'Ayurveda. En fait, on a une licence d'hôpital, donc on est un petit hôpital indien ayurvédique. On traite aussi les patients locaux, mais dans peut-être un accompagnement plus adéquat peut-être, et puis où les gens peuvent comprendre aussi ce qu'ils font et ce qui se passe, parce qu'il y a des gens qui ne parlent pas anglais, en France notamment, en Suisse aussi, et donc pour eux, aller se faire traiter à l'hôpital indien, c'est un peu compliqué quand même, si on ne parle pas du tout anglais. Voilà. Donc, C'est un sacré beau projet et du coup, il est fermé actuellement, c'est-à-dire que même pour les soins locaux, il peut pas être actif là actuellement. En fait, là, il y avait des directives, tout était fermé. Maintenant, gentiment, ça rouvre un petit peu. Donc, les gens locaux peuvent aller consulter le médecin, retirer des médicaments. On a aussi tout un côté social, caritatif. On offre aussi des consultations, des médicaments pour les personnes plus dans le besoin. Mais voilà, autrement, pour les cures, pour nous, il faut attendre. Et tu l'avais ouvert, enfin, il s'est ouvert quand ce centre? Il date de quelle année? Il y a 5 ans. 5 ans? Ouais, c'est un Mhm. sacré beau projet, hein, bravo. Un centre aussi de formation. On accueille aussi des thérapeutes en Ayurveda qui sont déjà venus régulièrement de France ou d'ailleurs, et puis qui peuvent s'immerger aussi dans la vie d'un centre ayurvédique pendant quelques semaines, un mois, voire plus. Il y en a qui sont restés parfois toute une saison et qui apprennent avec le médecin, avec moi-même. Voilà. Donc, Tu es en relation avec des écoles d'Ayurveda en Europe, par exemple, pour
pour faire éventuellement que les gens fassent des stages? Non? Jusqu'à maintenant, pas tellement, parce que j'ai reçu des demandes au coup par coup. Puis comme on est un petit centre, on n'a pas vraiment une capacité d'accueil. Mais on avait une formation de groupe qui avait été programmée pour octobre dernier. On avait 7-8 personnes inscrites de thérapeutes qui voulaient venir faire cette formation sur place. Puis ça a été annulé, donc enfin reporté, j'espère. Et quand il rouvrira en tant que patient, faut compter un séjour de combien de temps minimum pour recevoir des soins? Alors nous, on aime bien parler de 3 semaines pour une cure ayurvédique. On trouve que c'est vraiment une bonne moyenne. Si on n'a pas le temps ni le budget, on peut faire 2 semaines, mais c'est un peu dommage parce qu'il y a des soins comme les lavements notamment qui ne pourront pas être faits en 2 semaines parce que ça demande une préparation qui est plus longue. Donc 3 semaines, ça permet de déjà faire une bonne détoxification, une bonne cure complète. Si on a une maladie plus sévère, des problématiques plus graves, j'ai envie de dire, le médecin aime bien même avoir les gens un mois si c'est possible, parce qu'on peut aller encore plus loin. Mais comme dit le docteur là-bas, moi je fais avec le temps que j'ai. Hein. C'est très indien comme philosophie. Si j'ai 3 jours, je fais 3 jours. Si j'ai un mois, je fais un mois. Quoi. Après, mais 3 semaines, je trouve qu'on a déjà des très bons résultats. Après. Je mettrai toutes les coordonnées de ce centre sous la vidéo, donc les gens pourront se renseigner auprès de toi. Oui. Il y a une question que j'aime bien poser aux gens qui donc font de l'Ayurveda, c'est déjà quels sont leurs mentors en Ayurveda? Est-ce qu'il y a des gens qui t'inspirent énormément? Alors, moi, en matière, j'ai un peu froid dans le cabinet. Moi, en matière d'Ayurveda, j'ai eu la chance de connaître le docteur Vasant Lad, que certains qui pratiquent l'Ayurveda connaissent. J'ai été invitée à donner une conférence au Canada dans le cadre de la Société canadienne d'Ayurveda il y a 2 ans ou 3 ans, je crois. Et le docteur Vasant Lad parlait et était présent dans cette conférence, donc j'ai pu le rencontrer. Et c'est quelqu'un dont j'avais déjà lu beaucoup de ses ouvrages, je les ai presque tous à la maison. Et pour moi, ça reste une référence dans ce qu'il dit, dans sa perception, dans sa façon d'expliquer l'Ayurveda. Voilà, j'aime beaucoup. Et ma deuxième référence, c'est le docteur Krishnan, que personne ne connaît, mais qui est le docteur de notre centre en Inde, parce que déjà, ça a été mon maître, mon enseignant aussi. Et puis, c'est toujours. Et puis, je trouve qu'il incarne tellement le profil d'un médecin ayurvédique tellement traditionnel que enfin, c'est quelque chose, rien que de baigner dans son énergie, on baigne déjà dans l'Ayurveda avant même qu'il ait parlé. Donc, pour moi, c'est ça l'Ayurveda. C'est une personne, quand elle voit rentrer le patient, ou même là en visio, il nous a fait des diagnostics en visio après 2 secondes de visio et qui se sont révélés justes. En ayant la personne à l'autre bout du monde et sur un écran, j'ai trouvé vraiment fascinant. Et sans histoire de ne pas reprendre le pouls ou de tirer la langue, même pas. Hein. Après 5 minutes, c'était déjà passé. Et ça s'est révélé juste dans les examens. Donc, c'est vraiment fascinant. Ça confirme le sentiment très fort que j'ai qu'il y a une grande part d'intuition chez les praticiens ayurvédiques. Hein. C'est une forme de méditation pour ces médecins de pratiquer l'Ayurveda. Je pense que ce docteur rentre dans une forme de méditation quand il est en face du patient. Et en fait, souvent, ça interpelle les patients en Occident que ces médecins parlent très peu et qui posent très peu de questions. Et ils se demandent comment ils peuvent avoir en fait un diagnostic alors que chez nous, on est habitué à raconter tellement de choses aux médecins et poser 50 000 questions. Et en fait, eux, après 3 questions, parce que je pense que vraiment, ça vient par d'autres canaux. Hein. Mais ça, c'est assez rare. Hein. C'est vraiment... Mais les vrais médecins védiques, c'est ça. Hein. C'est ceux qui voient rentrer le patient, ils le voient marcher dans le cabinet jusqu'à ce qu'il vienne s'asseoir, ou là, même en visio, et ils savent déjà. C'est ça. Et justement, est-ce que ça impose une discipline au thérapeute, justement, pour être bon dans son métier de thérapeute en Ayurveda? Est-ce qu'il doit vraiment avoir une discipline? Est-ce que ce sont des gens qui vont faire du yoga, de la méditation régulièrement? Est-ce que pour toi, c'est lié, quoi? Alors, ceux que j'ai connus, parce que j'ai quand même eu la chance d'avoir aussi des grands maîtres, ce qu'on appelle vraiment des maîtres de l'Ayurveda, notamment de Chennai et autres qui m'ont enseigné, ça demande quand même d'avoir une clarté de l'esprit c'est sûr que si l'esprit est tout le temps brumé soit de toxines ou d'émotions qui parasitent, on ne peut pas avoir un champ très clair de conscience pour percevoir. Donc, tous ceux que j'ai connus, moi y compris, on a quand même une hygiène de vie, on est quand même la carte de visite de ce qu'on pratique, sinon on n'est pas crédible. Mais oui, ça demande. Alors, notre médecin, notamment, lui, c'est un brahman, donc c'est la caste la plus élevée en Inde. C'est ceux qui sont
connus pour détenir la connaissance déjà ancestrale des Védas. Déjà, dans leur gène, il y a ça. Et puis, lui, il est entièrement végétarien, par exemple. Il prend un repas par jour. Il pratique la méditation, le yoga, surtout la prière. Hein. Les médecins indiens sont beaucoup dans la prière. Ils prient avant de consulter, ils prient tout le temps, ils vont au temple. C'est plutôt la vie spirituelle qui est importante. Ah ouais, d'où l'aspect intuition, hein, on sait qu'il est lié au spirituel, quoi, qui est très fort. Ça. Est-ce que tu as d'autres livres éventuellement à nous recommander, même dans un domaine plus large que l'Ayurveda? Des choses qui t'ont marqué? Est-ce que j'y réfléchis avant? Bah, dans un autre genre, moi j'ai lu un livre que beaucoup ont lu, peut-être un livre un roman en fait que j'ai lu l'année dernière et qui s'appelle Kilomètre Zéro. Et j'ai beaucoup aimé ce roman en fait parce que c'est un roman initiatique qui montre vraiment, qui explique bien la démarche de se détacher du matériel pour aller vers l'essentiel. Donc c'est un roman voilà, qui se lit très bien, un roman un peu spirituel et initiatique. Voilà, c'est un petit Ah bah, roman sympa. merci pour ce partage. Et pour revenir donc à ton activité de thérapeute, quelles sont les difficultés que tu rencontres justement en tant que thérapeute en Ayurveda? Et alors, Alors, excuse-moi, j'aimerais savoir quelles sont tes difficultés et quelles sont les difficultés les plus fréquentes que tu rencontres chez tes patients, qui sont un petit peu qui montrent un petit peu l'état de la société occidentale au niveau de la santé, du spirituel et du mental. bah, moi, j'ai envie de dire que l'Ayurveda, au départ, c'est pas pour tout le monde. Ça va le devenir si on fait le chemin, mais c'est pas tout le monde comme ça qui est disponible tout de suite pour aller faire un parcours en Ayurveda, parce que ça demande un engagement personnel déjà. Ça demande à être d'accord de rentrer dans un autre système de pensée, un autre système de compréhension de la pathologie, de la maladie. Ça demande à remettre en question des choix d'alimentation, des choix d'activité parfois. Enfin, ça demande pas mal de remise en question. Alors tout le monde peut le faire, mais parfois il y a besoin d'éduquer le patient et si on lui, le terme n'est pas joli, mais si on lui balance comme ça des prescriptions, vous faites ci, vous faites ça, moi je pense que le patient il fait un moment puis il fait plus parce que déjà il n'a pas compris ce qu'il fait. Ensuite ça devient vite très lourd. Donc, il y a toute une partie qu'on appelle le counseling en anglais, en Ayurveda, qui est en fait l'entretien d'accompagnement d'un parcours ayurvédique, en fait. Et puis, en fait, il ne faut pas être pressé non plus. Donc, ça, c'est aussi un problème en Occident. On veut tout de suite, très vite, des résultats, etc., etc. Et sans faire trop d'efforts aussi. C'est un petit peu ce que je vois. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir plutôt des patients qui viennent à moi. Je sais pas, peut-être que je les attire comme ça. J'ai pas trop de soucis à ce niveau-là, mais je vois bien quand même que même dans la psychothérapie, quand je la pratique encore, les gens veulent beaucoup de résultats très vite. Mais bon, si on arrive, mon travail, c'est aussi d'ouvrir la conscience, à expliquer beaucoup ce que c'est l'Ayurveda. Il y a toute l'approche spirituelle qui va avec. Voilà, on peut pas juste prendre les prescriptions, faire et à côté faire n'importe quoi, ça marche pas, quoi. Donc les difficultés, c'est ça. Et comment tu conseillerais justement les gens qui nous écoutent, sur quels critères ils doivent choisir leur praticien? Et après aussi la fréquence, l'engagement thérapeutique, c'est-à-dire combien de fois par mois, par an, on doit consulter pour que l'Ayurveda soit mené correctement, quoi. Oui. Moi, ça ne plaira pas à tout le monde ce que je vais dire, mais bon, moi je suis assez claire et assez, voilà, j'aime bien dire les choses comme je les pense. Pour moi, un critère d'un praticien en Ayurveda, et je ne parle pas que pour moi, c'est quelqu'un qui a au minimum mis les pieds en Inde. Moi, j'arrive pas à comprendre parce que je l'ai entendu plusieurs fois des thérapeutes en Ayurveda qui non seulement sont pas allés en Inde, alors je critique pas, chacun fait ce qu'il veut, mais qui en plus n'ont pas d'attirance ou pas l'intention d'y aller. Et moi, je pense qu'il manque une dimension de compréhension profonde. C'est juste pour moi impossible d'avoir bien compris l'Ayurveda si on n'a pas été mettre le pied là-bas, quoi. C'est un tel monde de se plonger là-dedans, là-bas, ou en tout cas au minimum côtoyer des médecins indiens qui viennent en Occident donner des séminaires, mais, voilà, mais pas juste une école occidentale. Enfin, même s'il y en a de très bonnes, je pense que ça ne suffit pas. En tout cas, si je devais choisir un praticien, je choisirais quelqu'un qui a la compréhension authentique en fait, et profonde indienne de l'Ayurveda. Après, au niveau de la fréquence, il faut faire un premier bilan, hein, que ce soit en direct ou en visio. Moi, en général, je fais un petit check à peu près un mois après un premier traitement, une première prise en charge, pas aussi long que le premier bilan qui est très complet. Et puis après, une fois qu'on est dedans dans l'Ayurveda, bon, c'est vrai que moi, je reste très disponible. Hein, je réponds aux mails, aux questions, on peut me joindre.
Voilà, je travaille comme ça, mais c'est aussi ma façon d'être. Parce que l'Ayurveda, c'est aussi être dans ce don-là. C'est aussi un parcours spirituel pour celui qui la pratique. Si on n'est pas au service de la personne qu'on soigne, je pense qu'il vaut mieux faire autre chose. Mais je fonctionne aussi comme ça dans la psychothérapie. On peut me joindre aussi, même si c'est 20 heures le soir et qu'on a une question. Comme fonctionnaient les anciens médecins chez nous à l'époque. Maintenant, c'est plus comme ça. On va aux urgences si on est hors des horaires. Mais bon, et j'ai aucun patient qui en abuse, en fait. Je me rends compte que quand on montre qu'on est disponible, personne n'est là à me téléphoner 45 fois par jour, pas du tout. Mais je pense que c'est tellement compliqué l'Ayurveda qu'il faut rester disponible pour expliquer ce que c'est que cette plante, qu'est-ce qu'elle fait si la personne a un doute ou comme ça. Voilà. Parce que sinon, elle n'est pas rassurée, puis elle ne fera pas le traitement correctement. Mais donc, pour dire, il y a tout un accompagnement qui se fait au quotidien presque, ou en tout cas régulier. Mais après, une fois qu'on est dans le chemin de l'Ayurveda, qu'on commence à être bien réglé, pardon, je pense qu'au départ, un réglage par saison, c'est bien. Parce que comme on sait qu'on change de routine et d'alimentation selon les saisons, une fois qu'on a compris comment régler printemps, été, automne, hiver, on peut un peu plus se débrouiller tout seul. Puis je donne quand même beaucoup de lectures aussi. Il faut avoir des livres chez soi. On ne peut pas tout le temps appeler le thérapeute. Est-ce que je peux manger ci? Est-ce que je peux... On a les grandes lignes, mais c'est aussi bien d'avoir des bases en fait où on peut se repérer. Sinon, au cabinet ici, les gens ils viennent faire des massages. J'ai vraiment un chat dans la gorge, pardon. Vas-y, je te laisse boire. C'est moi aussi, j'ai mon eau chaude. Mm-hmm. J'ai l'eau chaude, j'ai l'eau froide, j'ai tout ce qu'il faut. Voilà. C'est sûr que si les gens ont le budget et qu'ils peuvent venir faire un massage ayurvédique ou un traitement par semaine, c'est idéal. Chez nous, en général, ceux qui sont réguliers viennent peut-être 2 fois dans le mois. C'est très peu pour l'Inde, hein, pas pour ce qu'on fait en Inde, mais c'est déjà bien. Voilà. Mais c'est surtout l'alimentation qui doit être régulière, en fait. Même si on sait qu'on peut faire des écarts et c'est même conseillé d'en faire, il faut quand même que sur une continuité, on mange ce qui est juste pour nous, quoi. Moi, ce que j'ai découvert en tant que patiente, c'est que justement, des petits changements appliqués au quotidien régulier font des grands changements dans la santé, quoi. C'est Alors, vraiment la découverte de l'Ayurveda pour moi, c'est ça. l'Ayurveda, c'est une multitude de petites choses. Et en fait, on se dit, oh bon, ça c'est 3 fois rien, ça c'est 3 fois rien. Mais au final, quand on met toutes ces petites choses ensemble, c'est exactement ça. Ça fait une énorme différence. Mais il faut les mettre toutes ensemble. C'est ça. Et j'aimerais savoir aussi si tu peux nous parler, alors déjà, si tu as une ou deux anecdotes à nous raconter pour nous montrer peut-être un petit peu, je sais pas, le choc des cultures, par exemple, entre la civilisation indienne et la nôtre, et puis aussi après partager tes meilleures joies et réussites. Voilà, un petit peu ton expérience. Anecdote, ici en Suisse, j'en ai pas trop parce que finalement, on consulte d'une manière assez classique, j'ai envie de dire. Par contre, au centre en Inde, là, j'en ai beaucoup des anecdotes parce que les patients qui viennent là-bas sont pas du tout, même si je les prépare avant, parce que je suis obligée de leur dire comment c'est une vraie cure ayurvédique. Moi, je veux pas qu'ils croient qu'ils viennent en vacances et que ça va être facile tous les jours, parce qu'une cure ayurvédique, c'est pas du tout ça. C'est pas facile tous les jours, ça peut même être difficile certains jours. Mais donc, le choc des cultures, ou l'anecdote, c'est un jour où le médecin, parce que je traduis les consultations pour les personnes qui parlent pas anglais. Moi, je suis avec le médecin, puis je traduis, donc voilà. Déjà, je dois dire que la façon dont on fonctionne en Occident de poser toutes ces questions, de parler autant, parfois je suis presque gênée parce que pour le médecin qui lui parle si peu et qui est beaucoup dans le silence, des fois je suis obligée de couper la parole, autrement nos patients ils partent à raconter des choses qui pour le médecin sont pas du tout nécessaires, mais bon ça c'est normal, on est formaté comme ça. Mais non, l'anecdote c'est le jour où le médecin, une fois on a fini une consultation et puis en sortant il me dit il m'a tout simplement dit avec sa grande sagesse, mais pourquoi chez vous les gens ils sont comme ça? Mais ça m'a choquée et j'ai pris conscience en fait de la et en fait il voulait parler du stress, de l'agressivité, de la colère, de tout ce qui nous caractérise nous ici parce que voilà on connaît ça hein, et qui ne fait pas partie de l'Indien en fait. L'Indien ne se met jamais en colère, il est toujours très poli. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de la colère, mais comme il va au temple, qu'il prie et qu'il a une vie spirituelle, la colère n'atteindra pas des proportions comme chez nous, par exemple. Agressivité, moi, j'ai pas connu d'Indien agressif. Voilà, il y en a certainement, on sait que l'Indien, voilà, mais en tout cas, ceux qui pratiquent l'Ayurveda, j'ai pas connu. Donc, voilà, il parlait de tout ça et puis surtout du stress, quoi. Il comprenait, c'était surtout ça.
On avait fait plusieurs consultations avec des niveaux d'agitation intérieure et de stress qui empêchent même d'entendre le docteur, quoi. Donc, tellement la personne est dans un état intérieur d'agitation. Donc, voilà, ça c'est l'anecdote. Pourquoi chez vous, vous êtes stressé comme ça, quoi? Enfin, qu'est-ce qui fait que... Et ça fait beaucoup réfléchir quand on nous dit une chose comme ça, hein. Et donc, tes plus grandes joies, tes plus grands bonheurs en tant que thérapeute? Mes plus grandes joies, c'est quand on voit des personnes à qui on a changé la vie, notamment des personnes qui sont comme j'étais au départ dans l'Ayurveda, qui ne peuvent plus rien manger que du riz et des courgettes bouillies parce qu'il n'y a plus rien qui passe et que voilà, qui sont épuisées à devoir être chez nous en Suisse à l'assurance invalidité parce qu'elles ne peuvent plus travailler, et puis qu'on voit qu'avec l'Ayurveda, petit à petit, c'est des renaissances. Donc ça, vraiment, c'est ce qui motive au quotidien. Après, j'ai vu au centre en Inde, notamment une patiente qui était venue pour récupérer d'un AVC, donc une patiente qui est venue avec une jeune patiente, elle avait fait un AVC assez jeune, mais quand on voit qu'elle arrive là-bas et qu'elle ne peut pas elle-même manger seule et que son mari doit la nourrir, puis qu'après 2 semaines de traitement, 2 semaines seulement, elle peut faire une vidéo qu'elle envoie à sa famille en mangeant, certes lentement, mais quand même en montant sa cuillère pour manger seule. Pour la personne, c'est un regain, retrouver son indépendance. Et j'en ai plein des anecdotes comme ça, quoi. Donc Ouais, ça, c'est c'est sûr. magnifique. Voilà. On Surtout en va 2 parler semaines. à nos auditeurs. Ouais, je pense. Voilà, est-ce que tu as éventuellement un mot final, une petite chose à ajouter avant de terminer cette interview? Moi, je pense que pour terminer, l'Ayurveda, c'est vraiment une aventure magnifique. C'est un chemin de développement personnel, en même temps qu'être une thérapie, une médecine et tout ce qu'on veut, des règles d'hygiène de vie. C'est fascinant qu'elle a des milliers d'années et qu'elle est toujours aussi efficace. Et c'est parce qu'elle est aussi authentique. C'est pour ça que je me bats tout le temps tellement pour qu'on conserve l'authenticité de cette médecine, parce que si elle est efficace aujourd'hui, c'est parce qu'elle est restée authentique. On sait qu'à partir du moment où elle va commencer à être adaptée à ci, adaptée à ça, elle va perdre de sa puissance et on perdra dans les résultats. Donc voilà, la conclusion, c'est que tous ceux qui sont attirés par une expérience de changement profond personnel au niveau physique, psychologique, émotionnel, spirituel, qui veulent se développer aussi personnellement, je les invite à se lancer dans ce monde de l'Ayurveda, parce que vraiment, ça en vaut grandement la peine. Voilà. Et du coup, comment on peut se lancer dans ce parcours avec toi? Comment on peut te contacter? Comment on peut accéder à ton cabinet, par exemple? Tu Alors, as oui, moi j'ai un site, je ne sais pas si je pense que tu vas poster ça. J'ai un Ouais. site internet, tu pourras poster mes coordonnées personnelles. J'ai aussi une page Facebook. Moi, je pense que quand on ne sait pas comment démarrer en Ayurveda, la première chose à faire, c'est un rendez-vous, une consultation de bilan. Déjà pour comprendre qui on est, qu'est-ce qu'on veut changer dans sa vie. Et ça peut se faire au cabinet, bien sûr. Et puis, comme je disais, depuis le confinement, on est très à l'aise maintenant en visio. Et puis, commencer par un bilan, quoi. Ça dure quand même une bonne heure et demie, souvent. Donc, c'est conséquent. On fait le tour de beaucoup de choses. Et ça permet de commencer, en fait, un parcours. Voilà. Écoute, merci beaucoup Françoise parce que c'est très très complet et tu m'as appris aussi plein de choses. C'est un vrai plaisir d'échanger avec toi parce qu'on voit la passion et puis aussi vraiment l'envie d'aider et de faire le bien autour de toi, quoi. Ça se sent. Donc je te Merci. remercie beaucoup pour ce moment. Merci à toi pour cette belle initiative. C'est vrai que je partage volontiers ce qui est vraiment une passion dans ma vie. Et puis bon, moi j'ai compris qu'une de mes missions, c'était de transmettre, ça je l'ai vraiment compris dans ce qu'on appelle mon karma et mon dharma, surtout ce que je dois réaliser, c'est vraiment de transmettre les connaissances authentiques de l'Ayurveda en Occident. C'est vraiment ça qui est mon travail. Et faire en fait ce pont entre l'Inde et l'Occident, j'ai vraiment compris que c'était ça ma mission de vie. Donc voilà, je reste disponible à toutes les personnes qui voudront s'adresser à moi pour la suite. Et puis merci à toi de m'avoir accueilli. C'était très très agréable cet entretien. Je t'en Merci. prie, puis bah, je te dis à bientôt. Donc on va poster toutes les informations sous la vidéo et puis il y aura une fiche sur mon site internet où j'expliquerai, je résumerai tout ce que tu as dit sur la vidéo. Alors peut-être pas tout, mais je résumerai les plus grands points. Merci beaucoup Françoise. Au revoir. Merci. Au revoir.